Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence. J'espère que vous n'êtes pas trop brûlés de la journée d'hier et de cette matinée. Conférence sur le développement des compétences, l'apprentissage des nouvelles technologies et la transformation numérique. Alors est-ce que tout le monde m'entend bien dans la salle, même dans le fond? Ouais, parfait. Donc peut-on faire mieux? Je pense que vous en doutez, c'est une question purement théorique. La réponse est très certainement oui. Le développement des compétences, les nouvelles technos, transformation numérique, pour moi, c'est trois côtés d'une même pièce. Aujourd'hui, on va aborder du point de vue du développement des compétences et d'un point de vue un petit peu particulier, dont vous entendez sans doute peu parler en TI, qui est celui des neurosciences et des neurosciences appliquées. Donc je me présente, je suis votre conférencier aujourd'hui, Yves Génaud-Larrivé. Je suis coach technique pour CGI depuis quelques années. Et en fait, j'ai un profil un peu atypique parce que j'ai deux métiers. Je suis coach technique le jour et je suis praticien en neuromouvement les soirs et les fins de semaine. Neuromouvement, c'est sans doute un terme nouveau pour vous. Je vais vous faire découvrir au fur et à mesure de la conférence. Peut-être aussi que le coaching technique, c'est nouveau pour vous. Et vous en aurez aussi un petit aperçu au fur et à mesure de la conférence. Donc, le neuromouvement, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui utilise la neuroplasticité, donc la plasticité cérébrale, pour venir en aide à des personnes. C'est une stratégie qui est non pharmacologique, non invasive, et qui, dans certains cas, a des meilleurs résultats, voire des bien meilleurs résultats que les traitements conventionnels ou les thérapies conventionnelles. Donc, je vous en parlerai un peu au fur et à mesure, mais c'est pour ça que je vous apporte aujourd'hui des notions et des outils qui viennent des neurosciences pour l'appliquer dans le développement des compétences en TI. Donc je vais vous parler au travers de la conférence de neuroplasticité, de formation en TI, de développement des compétences, de transformation numérique, de nouvelles technos. Je vais essayer de vous parler d'expériences concrètes menées dans tous ces domaines-là. Et puis, si on a un peu de temps, je vous parlerai aussi d'intelligence artificielle. On va commencer à parler un peu de neuroplasticité. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité du cerveau humain à se changer lui-même. On est avec la totalité de nos neurones, mais avec juste 70% des connexions entre ceux-ci. Ces connexions-là, on va les développer pendant l'enfance et même à l'âge adulte. Et on peut tout le temps redévelopper de nouvelles connexions ou changer des connexions actuelles. Bâtir de nouvelles connexions entre neurones, pour des neurones voisins, c'est un phénomène organique, biologique, ça prend 3 jours. Donc quand moi, coach, anciennement coach agile, on me demandait « Peux-tu nous créer une formation et nous donner une formation pour une équipe en Scrum de 2 heures ?» Vous voyez que dans cette formation-là, on n'apprendra pas nécessairement grand-chose, ou en tout cas, on ne développera pas nos compétences. La science s'est intéressée à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui ont à réutiliser une fonction déjà développée au préalable, mais qui doivent transformer cette fonction-là. Par exemple, des personnes qui, suite à un accident de la vie, sont devenues malvoyantes ou non-voyantes et qui ont dû réapprendre à lire, mais cette fois-ci en lisant le braille. Donc, apprendre à lire le braille, c'est très long en fait. Ça prend des semaines et il faut s'entraîner à la journée longue. Donc ils ont fait des imageries cérébrales de ce qui se passe chez ces personnes-là et ils ont découvert des choses qui sont intéressantes au niveau de l'apprentissage. Donc les personnes apprennent le braille 8 heures par jour, comme nous on va travailler, du lundi au vendredi, se reposent en fin de semaine et font ça semaine après semaine. Le lundi, la zone du cerveau qui est activée pour apprendre à lire le braille, c'est une petite zone. Au fur et à mesure de la semaine, cette zone-là, elle va grandir. Là, en fin de semaine, les gens vont prendre congé, se reposer, ils vont bien manger, ils vont bien dormir, c'est important. Et le lundi matin, quand ils vont revenir pour continuer à apprendre le braille, aux surprises, ils sont meilleurs. Ils lisent plus vite, plus rapidement, en faisant moins d'erreurs que le vendredi soir en partant de la semaine passée. Pour autant, ils ne se sont pas entraînés à apprendre le braille pendant la fin de semaine. En fait, c'est comme si le cerveau, au fur et à mesure de la semaine, recrute de plus en plus de neurones pour apprendre, amasse de plus en plus d'expérience, mais il a besoin d'une période de repos, il a besoin d'une période où il n'est pas stimulé par autre chose pour être capable de réellement développer la fonction au sein du cerveau, développer la compétence.
Autre surprise, le lundi suivant, la zone du cerveau qui sert à lire le braille est plus petite que celle du vendredi précédent. Fait qu'en plus de ça, le cerveau vient essayer d'utiliser un minimum de réseaux neuronaux pour développer ces fonctions-là. Et ça, c'est un peu le cycle d'apprentissage et le cycle normal de développement des compétences. C'est un processus du cerveau. En fait. Donc, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est que le neuromouvement, pour que vous sachiez un peu ce que c'est et pour que vous sachiez aussi pourquoi aujourd'hui je vous donne une conférence qui est un hybride de TI et de neurosciences appliquées. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle le plancher artificiel. Donc notre client est allongé confortablement sur une table et avec une planche telle que celle-ci, on va venir entrer en contact avec son pied de multiples manières. C'est une technique qui prend de 5 minutes à une demi-heure. Et en fait, on va venir simuler que la personne pose le pied sur le sol sans qu'elle n'ait à bouger le moindre orteil, sans qu'elle n'ait à contracter le moindre muscle. Au fur et à mesure, ce qu'on va voir, c'est une diminution des tensions dans la partie gauche du corps, si on travaille sur le pied gauche. On va voir la personne qui s'étale un peu plus sur la table. On va voir des changements au niveau du visage. Elle va avoir par exemple le côté gauche qui se détend, comme si elle commençait à dormir, tout en conservant le côté droit aussi stressé quand elle est arrivée. Donc on a un peu un double face. Alors je vous rassure, ça ne dure pas très très longtemps. Et on va aussi voir des changements au niveau de la peau, une peau qui devient plus rosée, une meilleure circulation sanguine. Mais uniquement du côté gauche du corps. C'est normal, on a 2 hémisphères et chaque hémisphère, on va dire, commande une partie du corps. On va continuer de cette technique-là et au bout d'un certain temps, on va aussi voir apparaître des petits mouvements dans la jambe droite. On va voir aussi des mouvements dans la cheville droite et dans les orteils du pied droit, alors qu'on est uniquement en train de travailler sur le pied gauche. Et ça, c'est tout à fait normal, parce qu'au fur et à mesure qu'on travaille à simuler le fait de poser le pied au sol, on est en train de travailler avec une fonction du cerveau. Et cette fonction, c'est de se tenir debout, en fait, chez l'être humain. Et se tenir debout, on n'est pas des flamants roses, on ne se tient pas tout le temps sur juste une jambe, on va poser le 2e pied par terre. Donc à un moment donné, quand cette fonction-là est suffisamment évoquée par la technique de neuromouvement au sein du cerveau de la personne, son cerveau va essayer de chercher le sol avec les orteils du pied droit. Ce qui veut dire qu'en travaillant sur le pied gauche, on peut travailler à distance sur le pied droit. Ça veut dire qu'en travaillant sur une partie du corps, on peut travailler sur n'importe quelle autre partie du corps en passant par l'intermédiaire d'une fonction. Et ces fonctions-là, c'est se tenir debout. Pas très loin de se tenir debout, c'est marcher, sans trop faire craquer l'extrade. Et ça peut être marcher, se retourner, attraper des objets, ce genre de fonctions-là. Toutes nos fonctions, on en a des centaines, elles sont toutes créées les unes proches des autres ou consolidées les unes par rapport aux autres ou bâties à partir d'autres fonctions. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée de qu'est-ce que c'est le neuromouvement et c'est quoi mon 2e métier en fait. Donc je travaille avec des fonctions dans la tête des gens, un peu comme un programmeur en TI d'une certaine manière. Habituellement, on travaille avec toute la personne de manière holistique, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. C'est pour ça qu'on demande souvent aux personnes de venir avec des chaussettes propres. Et si on a une personne qui est blessée, par exemple au niveau du pied droit, on peut travailler sur son pied gauche sans toucher à la partie qui est blessée pour intervenir à distance sur la partie qui est blessée. Donc pourquoi je vous parle de cette technique-là en particulier, c'est que c'est assez facile dans cette circonstance-là de mettre la personne dans un scanner et de faire de l'imagerie cérébrale. Donc il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. Si on demande à la personne de bouger son pied, on va voir une petite zone de son cerveau qui va s'éclairer. Si on demande à une tierce personne de venir bouger son pied, chatouiller la personne ou à un physio de faire une technique de physiothérapie, on va voir à peu près la même zone cérébrale qui va s'allumer. Par contre, quand c'est un praticien en neuromouvement avec toute notre technique qui vient travailler sur la personne, on voit une zone beaucoup plus grande du cerveau s'allumer. Par coupe transverse, on a des superficies à peu près 3 fois la taille de la zone. Donc en volume, 3 par 3, ça donne 9 fois à 10 fois plus de volume de neurones qui sont activés par cette technique que si on le faisait soi-même. Ça ressemble énormément à ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui apprennent le braille, par exemple, tel que je vous le montrais précédemment. C'est pour ça que ce qu'on dit, nous, praticiens en neuromouvement, c'est qu'on est des spécialistes de l'apprentissage
et de l'apprentissage accéléré auprès des personnes. Et c'est pour ça qu'on travaille avec tout type de monde qui a des difficultés dans ce domaine-là. J'ai fait une petite liste parce que c'est long. Donc je travaille avec des personnes qui ont fait des AVC, des commotions cérébrales, des encéphalites, des méningites, des accidents aussi, trauma, accident de moto. J'ai même une personne qui a fait une expérience de mort imminente suite à un accident. On travaille en post-chirurgie, des fois avec des chirurgies invasives comme pour les cancers. Je travaille aussi avec des personnes qui ont Parkinson, ont stress post-traumatique, fatigue, douleurs chroniques et troubles musculo-squelettiques, ce qui est assez présent pour toutes les personnes qui travaillent comme nous en TI. Je travaille aussi avec des enfants et des enfants avec des besoins spéciaux. Ça, c'est une spécialité que je me suis rajoutée dans les dernières années. Donc des enfants qui ont des retards de développement, qui sont dans le spectre de l'autisme, qui ont des maladies génétiques rares, qui sont non-verbaux, non-moteurs, TDAH, dyspraxie, physique, verbale, paralysie cérébrale. Je travaille aussi avec des ados de temps en temps, qui ont comme seul problème à l'heure actuelle de passer trop de temps sur leur selle. Et des fois, on a l'impression qu'eux aussi sont non-verbaux, ça vous connaissez bien si vous avez des ados là. Voilà. Donc assez de neuromouvement, parlons un peu de formation en TI. En tant que coach technique, ça arrive régulièrement que j'ai des clients qui me demandent « Yves, peux-tu nous créer un parcours de formation ?» On veut aider des équipes à faire leur premier pas en info nuagique. On veut qu'ils travaillent avec des nouveaux frameworks web. On veut un cas de métaux pour du DevOps, des bonnes pratiques au niveau du code. On veut des formations pour aider les gens à faire leur premier pas en infrastructure as code, Terraform, Pipeline, Azure DevOps, ce genre de choses. Ok, ça fait partie de mon métier. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a une perception qui se crée autour de ces parcours de formation. Plus il y a des formations dans ces parcours-là, plus on a l'impression qu'on va développer des compétences. Et donc on a un peu cette image-là en tête. En fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tout parcours de formation va juste nous amener au pied de la montagne. C'est comme une marche d'approche. C'est nécessaire d'approcher la montagne. Ces parcours de formation-là, ils sont nécessaires, mais c'est pas ça qui développe les compétences. Développer les compétences, c'est réussir à gravir jusqu'au sommet. Qui, parmi vous, a déjà suivi des formations SAFe? Suivi ou subi? Alors moi aussi, je suis SPC, donc moi aussi, je vous fais subir des formations SAFe des fois. Leading Safe, Safe for Architect, je peux même donner Safe DevOps. On voit 200 slides en l'espace de 8 heures, il y a plein d'ateliers, il y a plein de discussions, il y a plein de travaux. Le soir, on a la tête comme ça, et on se demande même ce qu'on a réussi à retenir. En fait, ces formations-là, elles sont bien, elles sont importantes, mais elles ressemblent beaucoup plus à ça. On vous donne la carte du domaine de compétences, on vous dit quoi faire, comment vous allez être capable de vous développer, comment vous allez être capable d'apprendre, mais ce qu'on vous donne, c'est une carte et une boussole. Après, libre à vous de partir tout seul en montagne. Vous pouvez vous perdre, ou vous pouvez demander à un coach Sherpa de vous accompagner, c'est toujours possible. Mais cette carte et cette boussole-là, ils sont vraiment quand même très importantes. Par contre, ça ne veut pas dire que vous allez bien apprendre les choses par la suite. Quand on apprend quelque chose, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a appris réellement? On peut apprendre quelque chose, on peut apprendre à moitié, on peut mal apprendre quelque chose. Et ça se peut qu'en début de conférence, quand je disais c'est les 3 côtés d'une médaille, vous avez peut-être sursauté en disant mais une médaille ou une pièce, ça a 2 faces. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on apprend quand on est plus jeune. Une pièce, ça a 2 faces, mais en fait, c'est une approximation. Ça peut être considéré comme une erreur d'apprentissage. C'est complètement anodin, mais vous allez voir tout de suite qu'il y a des erreurs qui sont moins anodines que ça dans le domaine TI. Je vais vous parler un petit peu d'architecture de solutions, avec un exemple simple pour que vous puissiez comprendre, sans aucun problème. Ça, c'est une machine à laver, sa fonction, c'est de laver le linge. Une machine à laver, c'est des composants assemblés ensemble, travailler ensemble pour offrir cette fonctionnalité de laver le linge. Donc ça, c'est une vision de l'architecture. C'est des composants qui travaillent ensemble. Une autre vision d'architecture qu'on peut avoir, c'est des programmes. C'est des étapes de traitement. Il y a le pré-lavage, le rinçage, l'essorage. Ça, c'est une autre dimension de l'architecture. Et ces 2 dimensions sont nécessaires, il faut les réconcilier. Un petit peu comme dans tout ce qui est base de données relationnelles, on a des relations N-N dans ces étapes de traitement et ces composants-là. Maintenant, quand on a un système super simple, on a juste besoin d'une fonction, d'un composant, d'une étape de traitement. Et ça peut ressembler à un microservice.
Après, on voit des entreprises comme des banques qui développent tous leurs systèmes sous forme de microservices et qui en ont aujourd'hui 1 millier. Ces compagnies-là reviennent de ça et retournent vers des mini-monolithes, en fait. On peut avoir l'impression qu'on peut stacker comme ça des microservices, mais ça, c'est un découpage fonctionnel de notre architecture. Et le découpage fonctionnel de l'architecture, ça entraîne un couplage fort. Le couplage fort, c'est quoi? En fait, vous avez besoin de 4 étapes de traitement, 4 machines. Pré-lavage, lavage, rinçage et essorage. Et pour vous faire sentir physiquement ce que c'est que le couplage fort, imaginez qu'en fin d'essorage, vous sortez votre linge et il est encore bouetteux. C'est peut-être votre ado qui a parti le lavage. Vous allez devoir repartir le lavage et nettoyer les 3 machines intermédiaires. Ça, c'est les produits du couplage fort. C'est de la dette technique, c'est de la maintenance, c'est de la difficulté à interfacer ces systèmes-là avec d'autres systèmes. Donc, les 2 dimensions d'architecture que je vous citais, c'est présent dans Macroscope. Macroscope 1984-2014. Vous aimez bien, ça fait un peu de pierre tombale. Pour autant, dans Macroscope, c'est indiqué comme ça à l'origine. C'est toujours comme ça dans Macroscope et c'est toujours bon. Il y a bien ces 2 dimensions-là de l'architecture, il faut les réconcilier ensemble. Sauf que dans beaucoup d'endroits, dans le monde, mais à Québec aussi, très fortement, ce découpage fonctionnel des solutions, on le voit partout. Sans doute qu'une fonction, un composant, une étape de traitement, un dossier fonctionnel, un analyse fonctionnelle, un développeur, ça simplifie la vie en gestion de projet. Et on se dit qu'on a juste à stacker ça pour créer un plan de projet. Ça se peut, ça c'est ma théorie, mais je me trompe peut-être là-dessus. Ça, j'ai vu ça partout. Je suis passé à Québec depuis 15 ans, que ce soit dans les compagnies d'assurance ou au gouvernement. J'en ai encore trouvé l'été dernier chez mon client. Et quand je donne des formations pour les architectes, des formations d'architecture agile et émergente, je travaille avec à peu près 80% des architectes pour réussir à passer outre des habitudes de découpage fonctionnel des solutions. Ça prend quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Donc parlons maintenant un peu de développement des compétences. Alors chez les adultes et chez les enfants, c'est à peu près la même chose. Donc je vais partir sur un exemple chez les enfants. Ça, cette zone-là en couleur, on l'aime beaucoup, c'est notre zone de confort. On n'aime pas toujours en sortir. Pour autant, dans notre zone de confort, on n'apprend pas grand-chose, en fait. On sait toujours qu'il faut sortir de notre zone de confort pour se développer. Par contre, les enfants, ils ont du mal à se développer vraiment très en dehors de cette zone de confort-là. Donc, on a un pédagogue du début du XXe siècle, Vygotsky, qui a observé que les enfants peuvent apprendre d'un adulte des nouvelles compétences dans une zone qui est en dehors de leur zone de confort, et qu'ensuite, ils sont capables d'être autonomes dans cette compétence-là. Il a appelé ça une zone de développement proximal. L'avantage, quand on est adulte, c'est qu'on peut être son propre adulte, son propre enfant, on peut se coacher soi-même à apprendre dans cette zone de développement proximal-là. Ça veut aussi dire qu'on ne peut pas non plus apprendre des compétences trop loin des nôtres. Vygotsky, il est mort jeune, à 37 ans, en 1934. Il avait écrit 180 ouvrages. Il y en a 80 qui ne sont toujours pas publiés. Et il n'avait pas de chat GPT à l'époque. Donc on a l'impression que nos compétences, on peut les additionner les unes et les autres, et qu'on a toujours le même niveau de compétences quand on développe nos compétences un peu illustrées de cette manière-là. En fait, ce n'est pas vrai, parce que dans le cerveau, quand on développe une nouvelle fonction, on la développe toujours sur la base de fonctions déjà présentes. On va toujours revoir des fonctions qu'on maîtrisait déjà, et on va perfectionner ces fonctions-là. Donc ça va beaucoup plus ressembler à ça, du développement de compétences. Donc qu'est-ce qui fait que, par exemple, on arrête de développer nos compétences en TI, en milieu professionnel ? Tout simplement parce qu'on n'a plus besoin de les développer. Et ça, c'est parce que souvent, on travaille avec des processus, et on a juste à suivre les processus. Le processus ne nécessite pas énormément de développement de compétences, et une fois qu'on est capable de dérouler un processus, on peut le faire des centaines de fois, on n'apprendra rien de plus. Le processus, en fait, c'est un peu la mort du développement des compétences. Et lui, cet ours polaire-là, il est prisonnier de son propre processus de chasse. Et il fait face à une transformation climatique, pas numérique. Donc sa technique, elle est très très bonne. Il se met face au soleil, son ombre portée derrière lui sur l'iceberg, personne ne le voit sous l'eau, il a juste à choper ce qui passe. Mais aujourd'hui, l'ours polaire, il a des difficultés à sortir de son processus. L'image en arrière de ça, c'est que toute compagnie qui veut s'orienter énormément vers des processus va peut-être obtenir des gains à court terme,
mais à moyen ou long terme, si ces employés ne développent pas leurs compétences, ça va être la catastrophe. Donc par rapport à cet ours polaire, je vous rassure, les ours polaires ont décidé de prendre leur destin en main face aux transformations climatiques. Ils ont quitté la banquise, ils sont allés dans la forêt, ils ont trouvé des grizzlies, ils ont fait des petits oursons ensemble et ils ont transmis leur patrimoine génétique pour les futures générations. Ça, c'est ce que la nature fait toujours et c'est un bon message. Il ne faut pas rester enfermé dans nos processus, il faut être capable de partir dans les forêts et d'aller voir ailleurs. Donc on revient à cette image-là du développement des compétences. Celle-là, elle n'est pas encore extrêmement précise. Ce n'est pas très clair comment est-ce qu'on développe nos compétences basées sur des fonctions préalablement de notre système nerveux. Donc là, je vais vous présenter quelques images qui vont symboliser le développement des compétences. Ces images-là, elles vont présenter différentes pièces noires comme ça, et elles ont toutes une caractéristique commune. C'est que si vous faites la somme des surfaces de toutes les pièces, ça a toujours la même surface. Donc il y a autant de pixels noirs à l'écran. Ça, c'est un niveau de compétence vraiment pas élevé de quelqu'un. Ça, c'est une compétence un peu plus élevée. Peut-être que vous savez ou vous devinez ce vers quoi on va tendre en termes d'image quand on va la raffiner au fur et à mesure. Pour certains, ça peut être un lavabo, c'était une baignoire, on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être un sous-marin. En fait, chaque fois qu'on raffine nos compétences, on va prendre un de ces grands blocs noirs-là, on va pas prélever une partie au centre, mais on va comme découper sur les bords, en faire des plus petites pièces et réagencer les pièces ensemble dans un nouveau dessin. Si on développe un peu plus ce dessin-là, on a des compétences un peu plus avancées, ça commence à ressembler à quelque chose. Si on raffine encore nos compétences, ça va ressembler à ça. Et ultimement, c'est ça qu'on espère devenir un expert. Donc ça, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée sur ce que c'est que l'apprentissage. Si vous regardez dans le dictionnaire, apprendre, savoir, quasiment c'est des définitions circulaires entre tous les termes, et en fait, ça ne veut rien dire. Donc je vous ai épargné ça pour la conférence. Apprendre, c'est un processus de différenciation. On découpe les blocs sur les bords, on ne prélève pas une partie au centre, mais on découpe sur les bords, et de création de relations entre tous les éléments différenciés. Donc ces images-là, elles sont beaucoup plus parlantes déjà que les cercles concentriques de développement de compétences. Ça, vous pouvez utiliser ça pour savoir comment vous vous positionnez par rapport à quelqu'un dans la vie de tous les jours. Vous pouvez faire ça à la maison avec vos enfants, vous pouvez faire ça avec vos collègues de travail. Ça, c'est un outil que je tire des neurosciences et dans les slides de la présentation, dans la partie ressources, il y a des informations sur où aller trouver plus d'infos là-dessus justement. C'est un outil que en coaching de coach, parce que ça m'arrive de coacher des coachs aussi, ou de donner des formations de perfectionnement de coaching. Je suis dans le coaching agile depuis presque 15 ans. C'est un outil que j'ai appelé les niveaux du canard, pour faire simple. Tout en haut, on est au niveau canard 0, on ne maîtrise pas vraiment la compétence. Plus bas, on est au niveau canard 3, canard 4, par exemple. Et ça, c'est un outil qui est vraiment utile des fois, même pour les coachs agiles, pour savoir comment se positionner par rapport à quelqu'un. Parce qu'en fait, il faut toujours se mettre au niveau de la personne, il faut toujours essayer de la rejoindre dans sa zone de développement proximal. Donc des fois, j'ai des coachs qui me disent on a expliqué quelque chose à un nouveau Scrum Master, il avait l'air d'avoir super bien compris, 2 jours après, on est revenu, il avait fait complètement l'inverse. Et il était persuadé qu'il faisait bien les choses. Ça, souvent, c'est qu'on a essayé de lui expliquer quelque chose par rapport à un niveau 2, la personne semblait avoir compris, mais en fait, elle était plutôt au niveau 0, il lui aurait fallu lui parler comme si on était au niveau 1. Ça arrive très souvent. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique pour analyser tout ce qui est difficultés de communication, dynamique d'équipe, faire de l'accompagnement, du mentorat ou autre. Mais parlons maintenant un peu de transformation numérique quand même. Comment propulser les équipes dans les nouvelles technologies? Alors, transformation numérique, qu'est-ce que c'est? Il faudrait aussi en avoir une définition. Ça a commencé avec les premiers ordinateurs qui sont rentrés au gouvernement, les premiers ordinateurs à carte perforée, puis ensuite les mainframes. Le modèle d'affaires du mainframe, c'est le suivant. Vous êtes propriétaire de votre code, de vos données, mais vous allez en fait payer pour tout le reste et des fois à l'usage. Le CPU, la mémoire, l'espace de stockage. Si vous en voulez plus, vous pouvez en avoir plus. Vous appelez une personne d'immeuble et vous pouvez upgrader votre mainframe. Mainframe de base, c'est 100 000 $ environ. Le mainframe le plus puissant, c'est 1000 fois plus puissant que le mainframe de base. Donc scalabilité verticale. Vous y avez accès via une console vert sous fond noir. L'info nuagique,
C'est quoi le modèle d'affaires? Vous êtes propriétaire de votre code, vous êtes propriétaire de votre donnée, mais vous allez payer pour le CPU, pour la mémoire, pour l'espace de stockage. Vous en voulez plus, vous pouvez en avoir plus, il suffit de provisionner plus de machines. Vous en voulez 1000 fois plus, vous allez devoir provisionner 1000 fois plus de machines dans votre info nuagique. Donc c'est exactement le même modèle d'affaires. Donc la transformation numérique, ça a commencé il y a 40 ou 50 ans. Pourquoi nous parle-t-on encore de transformation numérique aujourd'hui? Alors, en fait, c'est qu'en arrière de ça, on est en train de chercher collectivement à travers la planète la meilleure solution, un optimum à cette équation-là. Comment payer un minimum de ressources humaines et de ressources informatiques et maintenant infonuagiques. Cette équation-là, si on la regarde du point de vue du modèle SYNFIN, donc framework d'aide à la prise de décision en fonction du domaine de complexité du problème, cette équation-là, elle se situe entre le domaine complexe et le domaine chaotique. Quasiment pour elle, il faudrait inventer un domaine super complexe. Et si vous connaissez un peu SYNFIN, vous savez qu'on ne peut pas prédire un résultat à l'avance dans ces domaines-là. On peut juste agir et voir le résultat de nos actions. Dans le domaine chaotique, on peut juste agir et voir si le feu brûle encore. Donc on peut juste agir et développer une nouvelle technologie. C'est ce qu'on fait depuis 50 ans. On peut aussi agir et intégrer une nouvelle technologie dans notre entreprise, et c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. C'est ce que fait Google. Ils développent leur propre technologie, ils les utilisent. Kubernetes, qui a été open sourcé en 2014, c'était il y a 10 ans, c'était juste la 3e génération d'orchestrateurs de conteneurs chez eux. Ils avaient commencé au début des années 2000. Donc l'important, c'est pour essayer de résoudre au mieux cette équation-là, c'est toujours intégrer des nouvelles technologies. On peut le faire tous les ans, on peut le faire tous les 3 ans, on peut le faire tous les 5 ans, des fois comme dans certains ministères. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement, c'est pas de le faire tous les ans ou tous les mois. Donc là, je vais vous présenter une situation qui illustre un peu les challenges qu'on peut avoir à intégrer une nouvelle technologie. Ça, c'est un exemple vécu, parce que de temps en temps, coach agile, on m'appelle aussi pour me dire on a un problème sur un projet, il faut corriger le tir, techniquement parlant. Donc ça a lieu dans un organisme gouvernemental ici à Québec. Ce que vous voyez en arrière, c'est la courbe d'adoption des technologies. Vous voyez le gouffre entre les deux, des fois il y a des technologies que personne n'adopte. Là, ils développaient une solution et la partie front, c'était à base de React. Ils n'avaient jamais fait de React dans cette compagnie-là. Et d'ailleurs, toutes les personnes de l'équipe qui travaillaient sur le projet n'avaient jamais fait de React, ils devaient l'apprendre. React, à ce moment-là, avait déjà passé le gouffre d'adoption au niveau de la communauté, on va dire, internationale. On était déjà dans du orange. Par contre, au gouvernement, c'est très, très nouveau, on était encore dans du vert. Et c'est normal de se tester et de voir si on va l'adapter. On avait un architecte à gauche qui était arrivé en premier sur le projet. Il avait déjà une base de compétences très élargie. Il a appris très vite la solution et il a monté une architecture logicielle un peu complexe. C'était la première fois qu'il apprenait la techno. Et donc, il a fait quelques erreurs en fait. Les développeurs sont arrivés après lui. Les développeurs, ils sont arrivés avec une base de compétences un peu moins élargie, un peu plus junior en TI. Ils ont mis plus de temps à apprendre aussi. Les PO sont arrivés, ils ont commencé à développer des stories utilisateurs, ils ont commencé à complexifier toute la solution. Des bugs sont arrivés, ont été corrigés, des nouveaux bugs sont arrivés, ils ont mis plus de temps à être corrigés. Tout d'un coup, les mêmes bugs sont arrivés, mais sur d'autres écrans. Là, les PO ont un peu paniqué et ils en ont parlé au gestionnaire. Là, le gestionnaire a un peu paniqué et il a appelé un coach technique. Ils n'étaient pas sûrs d'être capables de livrer le projet avec cette techno-là, en fait. Et en fait, l'architecte, lui, il n'avait pas eu des objectifs assez flexibles par rapport à la techno. Il avait fait quelques heures d'apprentissage. Sur un deuxième projet, ça aurait été parfait avec lui. Les développeurs, eux, ils venaient plus d'un langage orienté objet. React, il faut savoir programmer en événementiel. Et donc là, ils étaient un peu perturbés. Donc on a corrigé le tir, on a amélioré les choses, pas de problème. Pour moi, React, c'est une très bonne techno, je l'avais utilisé avant. On était passé d'Angular version 4 à React. On avait fait x3 en vitesse de développement. On utilisait 3 fois moins de lignes de code. On avait à peu près 10 fois moins de bugs qu'en Angular. Donc pour moi, c'était une bonne techno à ce moment-là. Par contre, ça a laissé une mauvaise image de la techno. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont livré le projet avec, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont fait d'autres projets avec. Donc ça se peut que ça n'ait pas vraiment passé le gouffre d'adoption dans cette organisation-là. Et c'est dommage, parce que tout ce qu'il aurait manqué à cette équipe-là, c'est d'apprendre un peu mieux, un peu plus tôt,
peut-être de faire intervenir un coach technique plutôt, mais c'était de prendre le temps d'apprendre et de bien apprendre la technologie. Et ça, en fait, le projet ne leur a pas laissé le temps de bien apprendre. S'ils maîtrisaient déjà la techno, ce n'est pas un problème. Mais des fois, la vélocité en agile, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche quand on veut apprendre une nouvelle technologie et surtout l'intégrer parmi toutes les technologies de l'organisation. Donc, comment on fait pour mieux apprendre? C'est là où je vais vous ramener un deuxième outil, en fait 9 nouveaux outils du neuromouvement qui permettent de transformer en fait n'importe quel environnement en un contexte propice à l'apprentissage. Vous utilisez ces éléments-là, ces 9 essentiels-là, vous ne pouvez pas empêcher votre cerveau d'apprendre quasiment. C'est quasiment impossible. Ça va amplifier votre capacité à apprendre. Alors en neuromouvement, on travaille avec les personnes, donc c'est le mouvement avec attention. Faites les choses avec attention, faites les choses plus lentement. Faites quelques variations, plutôt de répéter les mêmes choses, faites-les un peu différemment. Soyez subtil dans la manière dont vous créez vos variations. Soyez enthousiaste, c'est important. Ayez des objectifs flexibles, un peu comme l'architecte du projet précédent. Bouton d'apprentissage, ça en fait, si vous ne voulez pas apprendre, vous n'apprendrez jamais. Si vous avez un système de croyance qui vous dit que vous ne serez pas capable d'apprendre dans ces conditions-là, vous n'apprendrez jamais. Faites preuve d'imagination et des rêves. Ayez conscience de vous, de comment vous réagissez, de comment réagissent les personnes autour de vous. Ça peut avoir l'air extrêmement simple. Et vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces outils-là? Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a quelques années, quand le Covid a frappé, et a frappé aussi les praticiens en neuromouvement qui ne pouvaient plus travailler directement avec des personnes. Leurs clients, ça reste très souvent des parents qui ont des enfants avec des besoins spéciaux, et ces parents-là veulent voir leurs enfants continuer à se développer. Donc ces praticiens-là en neuromouvement ont dit très bien, on va essayer de coacher les parents à domicile, en ligne, via Teams ou Zoom, et on va leur enseigner à mieux intégrer les 9 essentiels dans leur environnement. Et devinez quoi, ils ont même été surpris des résultats, parce qu'ils ont vu des transformations chez les enfants que quasiment en quelques séances sur table, on ne verrait pas chez ces enfants-là. Donc, du point de vue du neuromouvement, la famille, c'est un seul cerveau, en fait. Et les parents, s'ils changent leur comportement, l'enfant va s'adapter à ces changements-là très très vite. Et ça, c'est un peu un mécanisme de survie pour ne pas être abandonné, en fait. Donc, ce n'est pas le but du neuromouvement, hein, mais en travaillant, c'est pour vous faire comprendre qu'en travaillant sur les 9 essentiels, avec les parents, on peut changer leur comportement et entraîner des changements des comportements chez les enfants. Chez des enfants dans le spectre de l'autisme, en une demi-heure, on a vu qu'il y a une quasi-disparition des comportements autistiques de l'enfant. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se reproduire en dehors, après, plus tard et dans d'autres conditions, mais il y a des pertes de comportement autistique en une demi-heure si les parents utilisent correctement ces essentiels-là. Donc ils sont vraiment très très puissants. Et ça, on ne le savait pas avant le Covid. Donc c'est comme un sous-produit du Covid. Alors moi, je me suis dit, mais on peut peut-être faire ça en TI avec des équipes. Donc on va essayer de travailler avec les 9 essentiels. En plus, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Je regarde le temps. Parfait. Donc c'est ce que j'ai fait au printemps et l'été passé. Donc là, c'est mon expérience la plus récente pour favoriser l'apprentissage que j'ai pu faire, que je vais vous relater. Je l'ai fait chez mon client. Et donc coach technique, ça arrive aussi régulièrement que mon client vienne me voir et dise on veut utiliser des nouvelles technologies, mais on n'a personne pour le faire, on ne sait pas le faire. On veut faire du FinOps, on veut faire de l'intelligence artificielle. On a reçu une commande d'en haut, il faut qu'on en fasse, mais on ne sait pas quoi faire, est-ce que tu peux nous aider? Oui, pas de problème, ça va me faire plaisir. D'ailleurs, on va essayer de faire du FinOps et de l'intelligence artificielle en même temps pour que ça soit plus le fun. Donc on a monté une équipe comme ça, et avec quelques architectes à temps partiel, plus sur les parties info-nuagiques, déploiement ou autre. Mais par contre, pour les développeurs, c'était des développeurs juniors. En fait, des développeurs très très juniors, puisque c'était des stagiaires qui sont en première année de bac à l'Université Laval. Donc c'était leur premier stage en TI. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 4 mois. J'ai créé un environnement dédié pour qu'ils puissent travailler. Je leur ai donné une vision de ce qu'on fait en Agile, une feuille de route avec une vision à tous les mois de ce qu'on allait faire,
et puis un backlog, mais juste préparé pour une semaine de travail. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par apprendre à les connaître leur zone de confort, qui a été leur zone de développement proximal, pour commencer à créer des stories techniques adaptées à eux, purement dans cette zone de développement proximal-là. Alors des fois, c'était un peu en dehors, des fois, c'était trop facile. Il faut apprendre à les connaître pour pouvoir faire ça. Et j'ai utilisé au maximum les 9 essentiels. Donc là, je vais aller à l'essentiel. Je vais vous lister ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris à faire dans ces 4 mois-là. Le but en arrière était aussi de bâtir un système d'intelligence artificielle capable de faire des prédictions des dépenses FinOps du ministère. Ok. Donc ils ont appris à travailler en JavaScript, en Python, avec Git, avec Azure DevOps. Ils ont appris ce que c'était que des données FinOps, compris un peu ce que c'était que l'info nuagique. Ils ont récupéré des factures en PDF, ils ont écrit des parseurs de PDF pour extraire ces données-là financières. Ils ont encrypté ces données parce qu'elles sont un peu confidentielles, on ne peut pas les stocker n'importe où. Ils ont traité ces données aussi de manière algorithmique, statistique. Ils ont développé des pipelines de traitement de données pour aller cleaner les données, ça c'est du data analytics. Ils ont utilisé des librairies de machine learning pour faire du machine learning, bien sûr. Algorithmes de régression linéaire multivariable par exemple. Ils n'étaient pas nécessairement ultra doués en maths non plus, à la base. Ils ont travaillé avec différents jeux de données mensuelles, données quotidiennes. Ils ont travaillé avec différents algos sur les mêmes données, avec différentes données sur les mêmes algos, variations. Ils ont entraîné donc différents modèles et au final, ils ont fait du deep learning. Deep learning, c'est des réseaux de neurones. Donc, ils ont travaillé avec des bibliothèques comme TensorFlow et différents types de réseaux de neurones, fast forward, donc short-term memory, GRU, j'en passe, pour essayer de bâtir le réseau de neurones qui est capable de faire les meilleures prédictions basées sur toute l'expérience qu'on avait déjà en dépenses en info nuagique. Ils ont packagé ça dans des microservices, serveurs HTTP, ils ont utilisé Docker pour qu'on puisse déployer ça dans les environnements. On a aussi besoin de bâtir des outils d'analyse des données, des outils graphiques en JavaScript. Ils ont utilisé Vue.js pour cette partie-là. Ils ont interconnecté ça avec les serveurs qui étaient capables de faire des prévisions financières. On s'est aussi intéressé à la conversion entre le dollar canadien et le dollar US et faire des pronostics là-dessus. On n'est pas allé jouer en bourse avec, je vous rassure. Au bout de 3 mois, on avait fait tout ça. Et on a pu produire un rapport et des recommandations. Certaines recommandations vont permettre d'économiser jusqu'à 90% des coûts infonuagiques des systèmes. Et il restait 1 mois. Alors là, on s'est amusé, on a travaillé avec des LLM, l'intelligence artificielle générative, avec de l'open source. On a fait attention à ce que tout reste à l'intérieur du ministère et rien ne sorte, pour des questions de sécurité. Et là, on a récupéré en fait toute la documentation des systèmes. Donc des systèmes en maintenance, toujours rédigés dans des documents du guide vert Macroscope. Et on a aussi récupéré toute la documentation moderne des nouveaux systèmes infonuagiques et on a nourri une IA avec ça. Et on a un assistant conversationnel avec qui on peut discuter, poser des questions sur l'architecture des solutions, sur les cas d'utilisation, sur les value streams de l'entreprise au travers de tout ça. On en a même fait un outil pour automatiser la conversion de l'ancienne documentation Macroscope en nouveau format de documentation, parce que ça fait aussi 1 an qu'on travaillait sur le fait de bâtir un nouveau cas de métaux et un nouveau format de documentation moderne pour les solutions infonuagiques bâties en Docascode. Donc on peut faire des trucs sexy avec Macroscope, c'est possible. Tout ça en 4 mois, avec des stagiaires qui sont en première année de l'université. J'ai relu leur code, mais je n'ai pas écrit une seule ligne de code pour eux et je ne leur ai fourni aucune documentation. Donc je me suis intéressé à développer leurs compétences. Il y a déjà eu une soutenance de stage, la note ça a été 99 sur 100. Je ne sais pas où est-ce qu'il nous a manqué 1 point. Il me reste suffisamment de temps pour maintenant vous parler d'intelligence artificielle générative, puisqu'on en a fait dans cette initiative-là. Et avant ça, je vais vous parler un peu de neuromouvements. Il fallait bien que je vous en reparle encore. Et je vais vous relater une leçon qui a fait partie de mes formations. J'ai vu la vidéo de cette leçon-là et vous allez comprendre pourquoi, au travers de cette leçon-là, je vais vous parler d'intelligence artificielle.
Donc, on amène un jour un enfant à une praticienne et cet enfant a 6 ans, ses profs s'arrachent les cheveux, ses parents s'arrachent les cheveux, il a des problèmes de développement, mais il n'arrive pas à apprendre les mathématiques, il n'arrive pas à compter. Et on dit à la praticienne, les chiffres, ils ne comptent pas très très loin. Donc je vais vous mimer un peu ce qui s'est passé. Donc la praticienne pose la question à l'enfant, alors, les chiffres, tu les connais, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, et là l'enfant commence à froncer les sourcils. Le 3, il ne connaît pas. Ok, il y a le 1 et le 2. Qu'est-ce qui est plus grand entre le 1 et le 2? Et là l'enfant répond tout de suite, c'est le 1. Oh. Le 1 est plus grand que 2. Là l'enfant perçoit que l'adulte n'est pas satisfait à 100% de son résultat, donc il fait comme « Ah non, c'est vrai, c'est 2 qui est plus grand que 1. » D'accord. Donc tu es sûr que 2 est plus grand que 1. Oh, l'adulte, là encore, ne lui dit pas bravo. Cet enfant est très brillant, il réagit vraiment au quart de tour par rapport aux réactions de l'adulte. Donc là, l'enfant fait comme non, en fait, c'est 1 qui est plus grand que 2. La praticienne lui repose une autre question. Comment est-ce qu'on pourrait démontrer que 1 est plus grand que 2? Et démontrer, c'est du langage mathématique. Là, l'enfant réfléchit un peu et fait comme ah, il est très content de lui, il dit on pourrait écrire une équation mathématique. C'est bluffant. Hein. Il y a quelques secondes, il ne connaissait rien des maths et là, il propose d'écrire une équation mathématique. Alors une équation, ce n'est pas une démonstration, donc ça tombe un peu à côté de la plaque, mais c'est bluffant pareil. Sans doute qu'il a entendu ça dans un contexte, dans des cours, quand il était en classe. Et il est suffisamment brillant pour aller prélever cet élément de contenu-là et le placer au bon moment dans la conversation. Sauf que cet enfant, il ne connaît toujours pas la différence entre 1 et 2, donc il ne connaît rien aux maths. Donc pour vous dire à quel point il avait besoin de développer des fonctions qui sont préliminaires aux fonctions de calcul dans le cerveau, il a appris à calculer, mais d'une manière un peu spéciale. En fait, on lui a mis dans la main des petits animaux en plastique, les mêmes animaux, la même taille, un animal dans une main et une poignée d'animaux dans l'autre. Et au début, il n'était pas capable de différencier dans quelle main il y avait plus d'animaux. Il y en a 1, il y en a 10, il n'était pas capable de différencier. Est-ce que c'est plus lourd, pas plus lourd? Est-ce qu'il a la main plus ouverte ou pas? Il n'était pas capable. Donc je vous rassure, il a suivi des leçons de neuromouvement, il a appris ces différences-là, et par la suite, il a appris à compter et à faire beaucoup plus que ça. Mais cet enfant-là, quand il répond à la praticienne, c'est une intelligence artificielle générative. Vous pouvez avoir le même genre de conversation avec ChatGPT, Gemini, Copilot ou autre. Ça veut dire que pour contrôler ce que dit une intelligence artificielle, il faut toujours un expert. On ne peut quasiment pas s'en servir autrement. Tous les jours maintenant, j'ai des développeurs qui me disent, parce qu'on expérimente Copilot, hier Copilot, je lui ai demandé de faire de quoi, il m'a pondu une fonction, c'était super, parfait. Mais aujourd'hui, je lui demande de coder une fonction et c'est n'importe quoi. Et d'un jour sur l'autre, en fait, tous les jours, on rentre au travail et on se demande, oulala, mais est-ce que ça va être une bonne ou une mauvaise journée pour Copilot, en fait. Donc, en fait, après quelques années en coaching technique et à essayer de développer les compétences des gens, je me suis dit, il faut qu'au travers du cadre d'exécution, donc appelez ça comme vous voulez, cadre de livraison de valeur, cadre agile, les processus de l'entreprise, peu importe, il faut protéger et favoriser le développement des compétences. Alors j'ai essayé de le faire plusieurs fois, ça a donné ça. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de dire, il faudrait qu'on arrive à temps dans les projets, donner des formations, les accompagner, être un peu architecte expert des fois, mais on n'arrive jamais au bon moment dans les projets. Question d'appel d'offres, question de on est chez un autre client, on est en train de faire autre chose. J'ai essayé aussi une approche Scrum ou Meta-Scrum. On va réunir tous les gens qui sont intéressés par le développement de compétences. Les gestionnaires qui recrutent, les coachs agiles, les chefs d'équipe, les Scrum Masters. Sauf qu'eux, ils ont tous un agenda super rempli et qu'ils ne viennent jamais dans votre Scrum et ça tombe très vite. Donc j'en ai essayé plusieurs au fur et à mesure des années et je suis tombé sur cette solution-là. Ça, ce que vous avez devant les yeux, beaucoup le reconnaissent, c'est un backlog safe. Je check. En bleu, c'est les stories utilisateurs, c'est la livraison de valeur pour le client. En rouge, c'est ce qui est appelé les enablers ou les leviers en français dans Safe. Les enablers, c'est tout ce qui aide à bâtir le runway d'architecture, mais il peut y avoir aussi d'autres choses là-dedans. Enabler, c'est une notion un peu vague. Ça, on retrouve ça à tout niveau dans les backlogs Safe, que ce soit les backlogs d'équipe, ceux du train, solution, y compris dans le LPM.
Ça, en jaune, c'est tout ce qui est dette technique et maintenance technique. Enfin, maintenant, c'est dette technique. On trouve plus ça dans les backlogs d'équipe, mais on peut aussi trouver ça à tout niveau dans les structures safe. Enabler, c'est un peu vague, mais c'est ce qui permet de développer le runway d'architecture. Mais quand on utilise une nouvelle technologie pour bâtir ce runway d'architecture-là, il faut bien l'avoir apprise. Donc l'idée a germé de peut-être juste créer une 4e catégorie, et c'est peut-être ce qui va arriver dans la 7e version de Safe, peut-être dans la 8e. Une catégorie que moi j'ai appelée Learning, qui est juste dédiée au développement des compétences et d'apprentissage, mais sur lesquelles on peut quand même développer des projets. Donc c'est juste une catégorie pour parler de travail. Donc l'idée sur des tableaux de PI, si on veut voir des dépendances et qu'on a ça, on veut voir du vert, puis du rouge, puis du bleu. Il faut d'abord apprendre pour être capable de faire ce qui est technique, pour être capable de faire ce qui va livrer de la valeur au client. Et là, on réutilise toutes les structures de safe à tout niveau, tous les événements, et c'est tous les rôles de safe qui vont maintenant se pencher sur le développement de compétences. Ça, c'est, je pense, ce qui a le plus d'avenir, ce que j'essaye de commencer à expérimenter, mais si vous voulez expérimenter avec moi, on peut aussi. J'ai pas encore prouvé que ça fonctionnait, j'ai pas encore une implémentation où je peux dire ça on l'a fait, mais je pense que c'est la seule manière ou la plus simple d'intégrer le développement de compétences dans tout ce qui est cadre d'exécution de nos organisations. Le mot de la fin, ou presque le mot de la fin, beaucoup de personnes me disent oui mais tu sais, nous dans notre contexte c'est spécial. Nous, on est obligé de continuer à utiliser Macroscope. Nous, telle affaire. Nous, on a tel vieux dinosaure et tant qu'il ne sera pas mort, on continuera de l'utiliser. C'est vrai et c'est pas vrai. Je leur dirais, nous, ce qu'on a fait avec Macroscope, par exemple, c'est qu'on l'a associé à une... Dino Rider, c'est pas mal plus sexy. Hein. On l'a associé à une intelligence artificielle et on a continué à apprendre et développer des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, on commence à savoir comment faire rouler en prod de l'intelligence artificielle. On ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ce premier projet. Donc il faut utiliser un des 9 essentiels, il faut être capable d'imaginer, de rêver un peu à ce qu'on veut utiliser en termes de technologie, et il ne faut pas bloquer nos apprentissages. Donc petit clin d'œil au manifeste agile, embrasser le changement, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Moi je conseille plutôt maintenant d'embrasser le fait de ne jamais arrêter d'apprendre, jamais arrêter de développer vos compétences, et de toujours vous placer, vous et vos équipes, dans le meilleur contexte possible pour apprendre et pour vous développer. Et je laisserai le mot de la fin à Moshe Feldenkrais, qui est le précurseur et fondateur du neuromouvement, qui est décédé en 84 d'ailleurs. C'est curieux, c'est l'année de création de Macroscope. Et ce qu'il disait, c'est qu'au travers du neuromouvement, on aide les personnes à passer de l'impossible au possible. Du possible au facile, du facile à l'agréable et de l'agréable à l'élégant. Ça, c'est développer les compétences chez soi ou chez les autres. Et ça, c'est ce qu'en tant que coach technique et praticien en neuromouvement, je fais à tous les jours avec tous mes clients. Alors des fois, on est plus dans le possible, impossible qui devient possible ou le rendre ça facile, mais c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'il faut essayer de faire tous les jours quand on développe ses compétences et celles de ses collègues de travail. Quelques ressources. Comment me joindre? Avez-vous des questions? 1, 2 minutes? Non, pas de questions. Merci. Donc, un dernier petit mot. Si vous pensez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont besoin de savoir ce que c'est que le coaching technique, n'hésitez pas à leur expliquer. Et si jamais autour de vous, il y a des personnes que vous pensez pourraient être intéressées ou bénéficier du neuromouvement, faites-leur connaître. Si vous voulez en parler plus longtemps, n'hésitez pas à venir me voir, je reste là sur l'heure du dîner.